Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement et aujourd'hui j'accueille Valentine qui a vécu un premier accouchement très médicalisé et traumatisant. Elle a longtemps culpabilisé en pensant que son corps n'était pas capable de mettre au monde son bébé. Dans cet épisode, elle me partage comment son deuxième accouchement sans péridurale est venu guérir le vécu de son premier accouchement. C'est un récit tout en douceur, en légèreté, mais surtout plein de confiance et de puissance. Bonne écoute! Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Valentine, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu voudrais commencer par te présenter? Alors du coup, je m'appelle Valentine, j'ai 30 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, Lily qui a 2 ans et demi et Paul qui a 1 mois et demi maintenant. Du coup, donc toi tu vas nous raconter ton deuxième accouchement, mais avant d'en arriver à ce deuxième accouchement, est-ce que tu voudrais me dire un petit peu pour ton premier, quelle était ta vision de l'accouchement? Parce que souvent on a cette vision un peu hyper médicalisée de l'accouchement. Donc comment est-ce que tu voyais l'accouchement et comment est-ce que tu t'es préparée? Alors j'ai pas eu de préparation puisque c'était la période Covid, puisque ma fille est née en avril 2021. Donc j'ai pas pu bénéficier de préparation par une sage-femme ou par la maternité dans laquelle j'ai accouché. J'étais suivie par un gynécologue en libéral qui de toute façon estimait que c'était pas nécessaire. Euh, Donc j'avais une vision de l'accouchement, on va dire classique dans notre époque. J'allais accoucher en maternité, on allait m'expliquer ce que j'allais faire et ça allait normalement bien se passer puisque j'étais jeune, en bonne santé, avec une grossesse qui se passait bien. Donc je me suis pas inquiétée plus que ça. Ok. Est-ce que tu t'étais posé la question de savoir si tu voulais accoucher avec, sans péridurale, ou pour toi c'était une évidence que tu allais prendre la péri? Non, c'était pas du tout une évidence parce que j'avais extrêmement peur de la péridurale en elle-même, mais tout le monde me disait, oh, tu verras, comparé à une douleur de contraction, c'est rien du tout. Tu seras bien contente qu'on te la mette. Et donc, je m'étais un petit peu renseignée sur le sans-péri, mais pas du tout assez. Donc tu envisageais quand même d'accoucher sans péri ou de la retarder pour ce premier accouchement? Bah, au fond, j'envisageais pas d'accoucher sans péri. Je m'en suis rendu compte en préparant pour mon deuxième accouchement. Mais disons que j'ai essayé de passer au-delà de la peur de la piqûre de la péridurale, surtout. Ok. Et du coup, bah, j'imagine que vu le contexte, tu n'as peut-être pas forcément eu le temps de faire un projet de naissance, d'avoir suffisamment de rendez-vous pour discuter avec l'équipe médicale, savoir comment est-ce qu'ils allaient t'accompagner. Non, pas du tout. Enfin, on m'a jamais parlé de projet de naissance pour ma première grossesse. Et j'étais suivie donc par mon gynécologue en libéral, mais qui était lui-même le chef de la maternité dans laquelle j'allais accoucher. Donc en fait, j'ai découvert la maternité le jour où j'ai été accouchée. Donc pas de d'échange avec l'équipe médicale, rien du tout. Et comment tu te sentais justement pour ce premier accouchement? Est-ce que tu es arrivée quand même en étant assez sereine et confiante par rapport à ce qui allait se passer ou tu t'es vraiment du coup laissé guider, entre guillemets, laissé faire par l'équipe médicale? Bah, je me suis laissée faire parce que j'avais une confiance aveugle en fait. Je me suis dit j'ai tout de suite eu des contractions rapprochées douloureuses, j'ai perdu les os. Enfin, je me suis dit que ça allait aller vite et que enfin vite. Voilà, enfin que ça allait se passer de manière normale et j'ai jamais imaginé ce qui allait m'arriver par la suite quoi. Mm. Et avec du recul, est-ce que tu penses que tu manquais d'informations justement sur le déroulement de l'accouchement, la confiance, ce genre de choses? Je manquais d'informations, ça c'est clair. Parce que j'aurais pu, je m'en veux pas aujourd'hui, mais c'est clair que si j'avais eu plus d'infos et plus de connaissances sur la physiologie de l'accouchement, j'aurais pu me faire entendre et éviter beaucoup de choses. Mm. C'est vrai que pour un premier, je trouve qu'on manque énormément de connaissances, de confiance, d'informations, ou le peu d'informations qu'on a, c'est quand même vachement accouchement médicalisé, laisse-toi faire, tu verras, l'équipe médicale c'est mieux que toi, et c'est vrai que bah, ça influence forcément le déroulement de notre accouchement. Ouais. Puis on a été très infantilisés. C'était un premier bébé. On avait 27 et 28 ans. Voilà, ça a été. Puis on Mm. est rentré dans la pathologie à un moment, donc là, ça a été le début de la fin, on va dire. Et du coup, comment s'est passé ton premier accouchement?
Bah, très mal. Je suis donc arrivée avec des contractions rapprochées, assez douloureuses. Et en fait, au bout d'un moment, après plusieurs examens, on s'est rendu compte que j'avais de la tension. On avait une suspicion de prééclampsie, mais les urgences étaient complètement pleines, enfin à pleine à craquer de femmes en train d'accoucher. Donc on m'a un peu abandonnée dans une salle avec une prééclampsie et j'ai accouché 43 heures plus tard. En fait, après 3 déclenchements, j'ai eu 2 tampons et un déclenchement par ocytocine de synthèse. Et ça s'est très mal passé parce que mon bébé était en souffrance. On s'est rendu compte après que elle avait 5 tours de cordon autour du cou, que elle avait qu'elle avait du méconium liquide teinté. Et le gynécologue de garde qui est venu pendant la poussée était extrêmement violent. Enfin, j'ai subi des graves violences gynécologiques le jour de mon accouchement. Ça a été très très dur. Ça n'a pas été une belle expérience d'accouchement, quoi. Et mon bébé, donc on ne connaissait pas le sexe du bébé. Quand elle est sortie, elle a été emmenée immédiatement. On l'a pas eu tout de suite dans les bras. Elle a été réanimée. Enfin, ça a été un peu la cata. Est-ce qu'avec du recul, tu pourrais dire finalement que ça a été un premier accouchement traumatisant? Complètement. Ça m'a valu une belle dépression du postpartum et un suivi du coup enfin psy par la suite pendant plus d'un an. Ok. Et tu parlais de déclenchement tout à l'heure. Est-ce que c'est des choses aussi que tu avais envisagées? C'est vrai que souvent, pour un premier, on a une vision assez simpliste, j'ai envie de dire, de l'accouchement, et on n'envisage pas forcément tout ce qui peut être déclenchement, césarienne. Est-ce que c'est des choses que toi, t'avais quand même préparé ou pas forcément? Alors pas du tout. J'avais préparé l'idée d'une césarienne. Alors, ça me faisait très peur, mais je me disais que si on faisait une césarienne, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix et que c'était pour ma survie ou celle de mon bébé. Donc voilà. Mais le déclenchement, je ne savais même pas ce que c'était. Je savais pas qu'il y avait de l'ocytocine de synthèse. Je connaissais pas les tampons de Propès, les ballonnets. Enfin, j'ai découvert ça le jour où j'en ai eu entre guillemets besoin selon l'équipe, quoi. Mm. Mais j'ai vécu en tout cas quand je suis arrivée en chambre, toutes mes contractions se sont arrêtées. Mm. Et à l'époque, je me suis dit bon bah mon corps en fait il sait pas il sait pas accoucher, il peut pas le faire. J'ai besoin d'aide. En fait, aujourd'hui, je sais pourquoi je contractais plus. C'est terrible ce que tu dis parce que quand je t'entends, je me revois moi pour mon premier accouchement, ce sentiment de se dire merde, qu'est-ce que j'ai mal fait finalement pour que mon corps soit pas en capacité de mettre au monde mon bébé en pensant que c'est notre faute. Et en fait, quand on a les connaissances, on se rend compte que bah, c'est tous les facteurs extérieurs finalement qui ont Exactement. vraiment bloqué le travail, quoi. Ouais, exactement. Et ça a été un long parcours parce que bah, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis dit, c'est moi qui ai fait subir ça à ma fille parce que mon corps était défaillant pour accoucher. Or, aujourd'hui, je sais que bah, peut-être que si j'étais restée chez moi un peu plus longtemps, ou bon, on refera pas le passé, mais en tout cas, aujourd'hui, je sais pourquoi ça s'est passé comme ça, en tout cas. Mm. Ouais, c'est vraiment terrible, je trouve, de savoir qu'il y a autant de femmes, justement, qui vivent mal un accouchement et qui culpabilisent en pensant vraiment voilà, que c'est un problème de leur corps ou quoi que ce soit. Et malheureusement, il y a des femmes pour qui les réponses ne viennent pas forcément et qui restent pendant des années persuadées que c'est leur corps qui a un problème pour mettre leur bébé au monde, quoi. Ouais. Et à quel moment, justement, t'as pris conscience que ce que tu avais vécu pour ce premier accouchement, c'était pas de ta responsabilité et que c'était bah, la fameuse cascade d'intervention dont je parle assez souvent, peut-être le fait de pas être resté plus longtemps à la maison, le fait, enfin voilà, de tout ça. À quel moment tu t'es dit, ok, j'ai compris qu'est-ce qui a entre guillemets merdé pour mon premier accouchement et c'est pas du tout de ma faute en fait. Je pense que ma fille, elle devait avoir un peu plus d'un an et c'est via Instagram, en fait, via ton compte et le compte de doula, d'autres mamans. Voilà, c'est en voyant tous ces posts, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, on parle de mon accouchement, là, c'est pas possible. Donc, je me suis rendu compte de ça et là, je me suis vraiment éduquée. Et via ça, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir l'envie et d'une autre grossesse et d'un autre bébé. Parce que jusque-là, c'était inenvisageable enfin, j'avais envie d'un autre enfant, mais je pouvais pas envisager de réaccoucher à nouveau. Ouais, ouais, j'ai énormément de récits effectivement aussi de femmes hein, après un premier accouchement comme ça, n'envisagent absolument pas un autre enfant pour ne pas revivre ça. C'est vrai qu'on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les grossesses suivantes de vivre un accouchement aussi médicalisé et traumatisant pour un premier, quoi. Ouais. Bah nous, on avait toujours eu le projet d'avoir 2 ou 3 enfants avec mon mari.
Et c'est vrai que quand on est rentré de la maternité avec notre fille, je suis tombée dans ses bras en pleurant, en m'excusant, en lui disant, je suis désolée, je t'en donnerai pas d'autres. En fait, c'est pas possible. Et en fait, c'est tout un cheminement qui a été fait. Et c'est vrai que ça nous a permis même lui, hein, d'envisager une nouvelle grossesse. C'est horrible, hein, quand j'entends tes paroles comme ça m'en fait des frissons de me dire que voilà, de porter ce poids de la responsabilité, de la culpabilité, alors que finalement, c'est absolument pas de notre fait, en fait. C'est ça. Et du coup, comment t'as cheminé justement pour cette deuxième grossesse? Qu'est-ce que t'as fait différemment pour éviter de revivre le même accouchement que pour ton premier? Bah déjà pour le postpartum de ma fille, j'ai été suivie par une sage-femme pour la rééducation du périnée, qui est une super sage-femme. Donc je lui en ai parlé qu'on envisageait une seconde grossesse. Elle connaissait voilà, elle connaît l'histoire de mon premier accouchement. Donc on en a beaucoup parlé et elle m'a vachement rassurée. Donc j'ai commencé par là en fait, par une sage-femme en qui j'ai une vraie confiance. Et elle m'a expliqué plein de choses au niveau de la préparation à l'accouchement, que je pouvais aussi changer de maternité, enfin, que j'étais pas mariée avec la maternité où j'ai accouché la première fois, et qu'il suffit, enfin, que je pouvais trouver une nouvelle structure avec une équipe bienveillante et surtout que j'avais le droit de changer, même en cours de grossesse, si je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, bah, que je pouvais changer de structure sans aucun problème. Donc ça a commencé par là, plus le fait de m'éduquer aussi via Instagram, les réseaux sociaux, les livres. Donc j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, on s'est lancé dans les essais bébés début 2023. Mm. C'est fou là, quand je t'entends parler, je prends conscience en fait de me dire que souvent pour un premier accouchement, on a une confiance aveugle en l'équipe médicale, en notre gynéco et on se renseigne mais absolument pas. Et que souvent pour les suivants, on se renseigne par nous-mêmes et c'est souvent justement sur les réseaux sociaux qu'on trouve des réponses alors que souvent les gens disent ouais les gens sur les réseaux sociaux c'est pas des médecins, enfin ils sont un peu frileux et finalement le nombre de femmes qui trouvent des réponses et des informations en dehors finalement du suivi médical c'est quand même enfin, c'est dingue et je trouve que ça met vraiment en lumière quelque chose qui va pas finalement dans notre système actuel, quoi. Oui. Après, les gens la critiquent facile sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des médecins d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui ont du super contenu. Mm. Donc c'est vrai que c'est une grosse banque de données, je trouve, les réseaux sociaux aussi. Enfin, faut prendre le bon côté. Du coup, donc là, j'imagine que pour ce deuxième accouchement, tu as envisagé les choses complètement différentes. Donc, tu disais que tu t'es renseigné. Est-ce que tu as fait un projet de naissance par rapport à la péridurale? Quel était finalement ton positionnement? Est-ce que tu avais un projet particulier? Alors le projet, c'était l'accouchement sans péridurale dès le départ. J'ai pu faire un projet de naissance, donc que j'ai pu soumettre à l'équipe. Donc déjà, j'ai bien réfléchi à la maternité dans laquelle j'ai accouché. Donc j'ai choisi une maternité privée avec une salle nature. J'ai fait mon suivi avec ma sage-femme libérale jusqu'au 7e mois de grossesse. Donc en fait, j'ai été suivie dans ma nouvelle maternité qu'à partir de l'écho du 3e trimestre finalement. Et je leur ai soumis le projet de naissance où tout avait été validé, sauf le fait de manger, comme dans beaucoup de maternités. Mais bon, ça, à la limite, c'était pas très grave. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai fait mon suivi par ma sage-femme, une nouvelle maternité à plus petite échelle, parce que j'avais accouché dans un gros CHU de type 3 pour ma première grossesse. Et ensuite, au niveau de ma prépa, bah, c'était toujours mes livres. Je me suis inscrite dans la team. Dès que j'étais à 2 mois et demi de grossesse, je crois, je me suis inscrite dans la team. Et avec ma sage-femme, on a mis tout en place toute une préparation autour du yoga prénatal pour notamment axer sur le côté sans péri, pour la respiration, les positions, tout ça. Ok. Je précise juste la team pour celles qui voilà, écouteraient ce podcast et qui connaissent pas mes accompagnements. C'est mon accompagnement de groupe pour celles qui souhaitent accoucher sans péridurale, du coup. Et est-ce que tu as senti que pour ce deuxième accouchement, tu étais arrivée plus informée, plus confiante? Est-ce que tu sentais déjà qu'il y avait des choses qui étaient différentes par rapport à ton premier? Déjà, ce qui était différent, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup plus de connaissances. Ça, c'est certain. Et la deuxième grosse différence, c'est que je voulais pas revivre ce que j'avais vécu une première fois. Donc, j'y suis allée avec plus de, comment dire, plus de confiance en moi quand même, et surtout plus de volonté de ne pas me laisser Mm. faire. Et mon mari aussi, puisque mon mari, c'était un fin. Par moi, forcément, il s'était informé. On a lu notamment les tomes de La naissance en BD, il les a tous lus. Le pack vidéo.
Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que lui aussi avait des connaissances qu'il n'avait pas la première fois et surtout l'état dans lequel il m'a vu la première fois, il n'avait pas envie de revivre ça non plus. Parce qu'on oublie le papa, mais c'est vrai que pour lui, c'était pas une journée très, très jolie non plus. Enfin, il a passé un moment assez difficile Mm. aussi. Même pour le postpartum, il a fallu quand même qu'il gère beaucoup à la maison pour notre premier postpartum. Ouais, c'est fou, je me dis, comme pour un premier accouchement, on a vraiment l'impression que la femme se fait accoucher par l'équipe médicale et que le conjoint, le partenaire, c'est un simple objet posé sur un tabouret, j'ai envie de dire, qui sert à rien. Et en fait, quand on a les connaissances, justement, on se rend compte à quel point c'est un vrai travail d'équipe, mais entre la femme et la personne qui l'accompagne, et que l'équipe médicale, elle est juste secondaire en cas de, voilà, en cas de nécessité. Mais c'est vraiment aussi des choses qui, je pense, changent complètement la donne en salle d'accouchement quand on est bien soutenu par notre partenaire, plutôt que quand on sent qu'il est complètement démuni, quoi. Ah bah là, c'est ce qu'on a vécu, hein. Il était simple spectateur la première fois et la deuxième fois, c'était un vrai acteur. Tu parlais beaucoup de connaissances que vous aviez tous les deux par rapport à ce deuxième accouchement. Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples de connaissances qui t'ont été vraiment utiles finalement pour ce deuxième accouchement? Bah, toute la physiologie de l'accouchement, donc le cheminement du bébé, tout le jeu des hormones aussi, et aussi plein de positions d'accouchement, de respiration, comment respirer, tout bêtement, hein. Ma sage-femme m'a appris à respirer correctement pour prendre le plus d'oxygène possible pendant une respiration. Et puis voilà, vraiment, c'est vrai que le jeu des hormones, on s'est rendu compte à quel point ça jouait et surtout comment leur permettre de rentrer en scène en fait. Le fait d'être dans le noir, euh, de pas être dérangé, de pas avoir froid, de pas avoir soif. On avait tout préparé. Enfin, on avait un pack accouchement dans le sac pour faire venir cette ocytocine de la meilleure façon qui soit. Ouais, c'est assez dingue de se rendre compte comme à quel point souvent, malheureusement, pour un premier, on est conditionné à accouchement médicalisé, donc on se renseigne pas sur notre corps, rien du tout, on fait une confiance aveugle dans l'équipe médicale pour nous accoucher, entre guillemets. Et comme souvent après, quand on se renseigne, on se rend compte, mais finalement, de la puissance qu'on a, ne serait-ce comme tu disais par rapport à l'ocytocine, savoir ce qui va la faciliter, ce qui va nous permettre de nous mettre dans notre bulle, d'avoir des contractions efficaces. Et je trouve que c'est une méconnaissance pour la plupart des femmes pour un premier accouchement, mais qui est juste hallucinante parce que enfin, je veux dire, c'est la base pour accoucher de connaître le fonctionnement de notre corps. Ouais, ça et puis les positions, parce qu'au final, on nous montre pas. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, quoi, hein. Et du coup, pour ce deuxième accouchement, tu as su justement aussi par rapport à l'équipe médicale un petit peu plus oser t'affirmer, voilà, peut-être refuser certaines choses que semblais pas, qui te semblaient pas pertinentes par rapport à ta grossesse, ton accouchement. Est-ce que tu as pu être beaucoup plus actrice et de ta grossesse et de ton accouchement? Pendant le suivi de grossesse, j'ai eu de la chance. J'ai été suivie que par des gens géniaux. Donc, on m'a pas proposé d'examen inutile. Donc, j'ai pas vraiment eu à faire apporter ma voix pendant ma grossesse, ce qui était très reposant. Et le jour J, bah, j'ai quand même, on a voulu me renvoyer chez moi en me disant que j'allais pas accoucher tout de suite. Je pense qu'on aurait été 2 ans et demi en arrière, je serais rentrée chez moi. J'ai dit non, non, je reste ici. Vous me gardez, je pense que je vais accoucher. Mais voilà. Mais sinon, pendant la grossesse, non, j'ai pas eu besoin de combattre quoi que ce soit. En fait, tout le monde allait dans mon sens et ça s'est très bien passé. Ouais, je rebondis là-dessus parce que tu disais que tu avais la chance justement d'être entourée de personnes bienveillantes et je trouve que c'est important aussi de, voilà, de rappeler pour les futures mamans qui nous écouteraient et qui ont peut-être pas toutes les infos, de dire que si vous n'avez pas la chance justement de tomber sur une sage-femme, un gynéco, un médecin qui est bienveillant, vous pouvez changer et justement entourez-vous de ces personnes bienveillantes qui vont vous écouter, vous soutenir, nourrir votre confiance et vous avez le droit, voilà, de changer si votre gynéco, si votre gynéco ne vous écoute pas, vous infantilise, ne fait que regarder votre poids sans voilà, se soucier de comment est-ce que vous allez, vous avez le droit de changer pour justement être entouré de personnes voilà, bienveillantes comme tu as pu être entouré, quoi. Oui, même le jour J, hein, on peut changer jusqu'au dernier moment, hein. Tout à fait. Et du coup, comment est-ce que s'est passé ce deuxième accouchement? Eh ben, ça a été très rapide. Alors, autant pour ma fille, j'ai mis plus de 40 heures à accoucher. Là, ça s'est passé en quelques heures. Donc, ça a été très, très rapide et surtout, ça s'est parfaitement déroulé, on va dire.
Donc, je raconte un petit peu comment ça s'est Vas-y, passé. raconte, on est curieuse de savoir. Donc, j'ai accouché le 7 novembre en tout début de matinée. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions la veille. Donc, le 6 novembre, j'étais à 40 SA plus 4. Donc, bien au bout de ma grossesse. Je commence à avoir des contractions qui tirent un petit peu dans la journée, mais rien de fou. Mon mari part travailler. Je suis même toute seule avec notre fille de 2 ans et demi. Donc, j'arrivais très, très bien à gérer. Et puis le soir, vers 18h30, il rentre, on prend les bains, enfin voilà, on se met tranquillement à table, ma fille part au lit. Puis là, je commence vraiment à voir, ça commence vraiment à tirer, mais très régulier, mais très espacé, donc toutes les 20 minutes, je dirais. Et sur l'échelle de la douleur, je disais à mon mari, bah, je suis à 2/10, quoi, rien de fou, mais je sentais que c'était enfin, en tout cas, j'allais accoucher. Et donc on va quand même au lit vers 23h. J'ai dit je vais quand même aller dormir au cas où, histoire d'engranger un peu de sommeil et de force. Et puis à 1h du matin, je lui dis non, mais là en fait, faut aller à la maternité tout de suite. Donc là en fait, il s'est passé que 1h30, 2h. Je lui dis donc j'avais des contractions toutes les 5 minutes, qui me faisaient quand même mal, et surtout je supportais plus d'être allongée dans mon lit. Donc quand on a besoin de bouger à chaque contraction, enfin je me suis dit c'est si j'ai bien tout compris, c'est que ça se met en route, quoi. Donc on appelle mes parents pour qu'ils viennent garder notre fille. Ils arrivent, et puis on part à la maternité. On arrive là-bas, il devait être 2h30 du matin, quelque chose comme ça. Là, on attend, on nous met en salle d'examen, on me fait un monitoring, et puis on me fait surtout premier examen du col que j'accepte, et je suis à peine à un doigt, col long et fermé. Ah ouais. Donc là, je me dis bon, euh, ça va pas le faire. La sage-femme me propose de rentrer chez moi. Donc c'est là que je lui dis non, je pense que c'est pour aujourd'hui. Je vais quand même pas rentrer chez moi parce que j'ai quand même mal. Là, elle me dit oui, mais vous avez un projet salle nature sans péridurale, vous serez mieux chez vous que dans une salle avec des néons à la maternité, c'est pas top quoi. Puis le col est long, elle me dit franchement, c'est vraiment pas du tout pour tout de suite, rentrez chez vous. Donc je décide quand même de rester à la maternité parce que je devais sentir. Et là, je regarde mon mari, je lui dis ça va être compliqué le projet de salle nature en étant en col long, fermé et pas ouvert, alors que j'ai déjà si mal. Enfin, je sentais que j'avais quand même déjà bien mal. Et donc la sage-femme nous admet en maternité, mais elle nous dit par contre, vu le col, je vous mets pas en salle de travail. C'est une toute petite maternité. Personne, il y a jamais personne qui accouche là dedans. Mais ce soir-là, on était 6 mamans, évidemment. Donc elle me dit, je vous mets en chambre parce que là, vu que j'ai beaucoup de mamans et que j'ai besoin des salles de travail, et vous, vous êtes entre guillemets clairement au tout début, aux prémices. Donc on va dans une chambre qui sera notre chambre d'ailleurs pour le séjour après. Et je pense que c'est ça qui a été génial en fait, c'est d'être en chambre. Mm. Et donc je me retrouve dans cette chambre, on pose nos sacs avec mon mari. Et là, voilà, je gère toutes mes contractions les unes après les autres. J'éteins la lumière. J'avais préparé une super playlist de musique, j'en veux pas. Comme quoi, on prépare plein de choses et puis en fait, le jour J, voilà, je n'avais pas envie de bruit. Donc je gère avec mon mari, je me suspends à lui, je respire, je bouge, je danse. Voilà, je fais tout. Parce que j'ai fait beaucoup de danse, donc on avait prévu, on s'était dit la danse, ça va être super. Et effectivement, j'ai dansé. Et puis en fait, ça va très très vite. 1 heure après, alors moi, ça me paraît passer en 10 minutes, mais en fait, il se passe bien une bonne heure. On n'a plus du tout la notion du temps. J'ai vraiment plus beaucoup de répit. Disons que les contractions sont vraiment très rapprochées, très douloureuses. Et elles me font quand même mal dans les jambes. Je me souviens que j'avais vraiment mal dans les jambes. Et là, je lui dis, je pense qu'il faut aller chercher la sage-femme. Je dis parce que je veux une péridurale, en fait. Parce que dans ma tête, vu que j'étais moins d'1 heure avant avec un col fermé, je me dis, je dois être à 1 centimètre. Ça va pas le faire du tout. Donc, il va la chercher et elle dit qu'elle arrive, qu'elle va me poser un cathéter. Et là, je me souviens qu'il y a une contraction vraiment qui m'a foudroyée. Et je me retrouve au sol, enfin à quatre pattes. Et là, je dis à mon mari, je dis là, ça pousse. Il faut vraiment aller chercher quelqu'un. C'est pas normal que ça pousse déjà. Donc là, il y a toute l'équipe qui arrive, branle-bas de combat dans la chambre. On me dit, oh ben là, il faut madame, il faut mettre une blouse. Alors j'avais un legging, un t-shirt.
Enfin, dans ma tête, c'était impossible que j'arrive à retirer ce legging de grossesse. Donc mon mari me déshabille devant. Alors heureusement, je me dis qu'il était 3 heures du matin parce que, enfin, il était plus 3 heures, il devait bien être 4 heures et quelques, parce que la porte de notre chambre était grande ouverte et c'était le couloir de la maternité. Donc s'il avait été 5 heures l'heure des visites, mais bon, là c'était la nuit, donc je me mets, enfin voilà, je me déshabille complètement. Il me met cette blouse. Je me souviens qu'il y avait une culotte jetable dans la blouse. On me la met de force. Je trouve ça débile parce que je me suis dit de toute façon, je peux pas accoucher avec une culotte. Donc je crie en disant que je veux pas de cette culotte. Voilà, c'est les choses dont je me souviens, comme quoi on s'attarde sur des choses bizarres. Et en fait, ça pousse tellement fort que je me souviens que bah j'urine, voilà, j'urine sur le sol. Et je dis à mon mari, il faut absolument que tu me nettoies. Et je pars dans la salle de bain de la chambre aux toilettes. Je pense que je vais faire pipi aux toilettes. Enfin, ridicule. Et donc là, toute l'équipe s'en va. Et Ok. là, je me dis, bon, bah alors là, ils n'ont pas du tout compris ce qui se passait, les pauvres. Je suis en train d'accoucher, en fait. Et finalement, quelques secondes plus tard, la sage-femme revient. Et donc, j'étais debout dans la salle de bain. Je tenais la barre pour les personnes en fauteuil roulant, là, à côté des toilettes, et l'autre main sur la barre à côté du lavabo. Donc j'étais vraiment dans l'encadrement de la porte. Et la sage-femme revient et me dit, mais madame, il faut que vous vous allongiez sur le lit de la chambre. Il faut que je vous examine pour savoir à combien vous êtes. Improbable. Voilà. Et là, je la regarde et je dis non. Non, en fait, je peux pas bouger. Donc vous débrouillez, mais vous m'examinerez. Enfin, je m'allongerai pas sur le lit. Donc la voilà se retrouvait allongée par terre à m'examiner debout. Et là, elle m'annonce que je suis à 5 centimètres. Et là, mon mari me dit, là, tu m'as fait un regard de désespoir, voilà. Et c'est vrai que je me souviens de cette sensation du ciel qui me tombe sur la tête en me disant, c'est pas possible d'en être là, enfin, d'avoir, parce que ça fait mal, hein, d'avoir si Mm. mal et d'en être qu'à la moitié, en fait. Ouais. Et là, je me dis, là, je pourrais pas refaire la même chose une deuxième fois. Enfin, voilà, je pourrais pas retenir 1 heure ou 2 heures de plus comme ça. Et, euh, et là, elle me dit, elle va chercher un fauteuil roulant et je lui dis, bah là, par contre, il me faut la péridurale parce que là, je tiens, enfin, en fait, j'étais en pleine phase de désespérance. Je m'en suis rendu compte qu'après, et là, je pleure, je lui dis, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et là, elle me dit, oui, 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 bien sûr. Elle prend le fauteuil roulant. Et je dis, non, mais je peux marcher, je peux aller, parce que là, j'ai entre deux contractions quand même. Je dis, je peux aller dans la salle de naissance à pied, enfin, c'est juste à côté. Non, non, vous irez pas à pied. C'est un peu, la poche des os, elle est quand même bien bombante. Et donc, on me met sur le fauteuil roulant, et là, on part en salle de naissance. Fast and Furious. Vraiment, elle a couru tout ce qu'elle a pu courir, la pauvre. Donc, en fait, elle me disait 5 centimètres, je pense, pour me donner du courage, à me dire, on a le temps. En fait, ça m'a pas du tout donné de courage sur le moment, mais en fait, j'étais en train d'accoucher. Et on a su le lendemain qu'elle était venue me rechercher avec un kit d'accouchement d'urgence parce qu'elle a cru que j'allais accoucher dans la salle de bain, quand même. Voilà. Donc, on arrive dans cette salle de naissance. Et là, elle me dit, il faut vous mettre sur la table d'accouchement. Donc là, pareil, je lui dis non, j'y arriverai pas. Enfin, c'est pas possible. Je me laisse même un peu partir à chaque contraction. Enfin, je fais pas vraiment des malaises, mais disons que je me laisse partir. Ça me fait du bien en fait. Et donc là, on arrive tant bien que mal. J'arrive à me mettre sur la table, enfin sur la table d'accouchement. Et là, du coup, pose du cathéter, prise de sang, qui m'énerve énormément parce que dans ma tête, je me disais mais c'est pas du tout le moment de faire ça quoi. Faut s'occuper de moi Ouais. autrement, mais en fait, bon. Voilà. Mais en fait, voilà, j'avais 2 auxiliaires de puériculture avec moi qui étaient géniales. Et donc là, on me demande si on peut me réexaminer pour, euh, pour voir ce qu'il en est. Il s'est passé 4 minutes hein, depuis le dernier examen. Donc je leur dis, enfin oui, si vous voulez. En fait, j'étais plus du tout là, donc faites ce que vous voulez. Et là, elle me dit, bon, bah là, en fait, vous êtes à 10 centimètres. Donc je suis passée de 5 à 10 en 4 minutes. Et elle me dit, pour l'anesthésiste, ça va quand même être un peu compliqué. Et là, en fait, contraction, la poche des os explose sur la table et sur l'auxiliaire de puériculture. Et en fait, le bébé est arrivé à ce moment-là, quoi. Donc là, je me dis, là, au moins, mon projet sans péri, c'est fait. Et, euh, et là, par contre, je rentre vraiment dans la grosse phase de désespérance. Donc, j'y étais déjà depuis 10 minutes. Elle a bien duré 15 minutes, on va dire, la phase de désespérance. Et là, je regarde mon mari et je lui dis, mais en fait, je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Je peux pas le faire, en fait.
J'avais extrêmement peur du cercle de feu. C'était vraiment ma hantise sur le moment. Je me suis dit, ça va pas être possible. Et, euh, et je me souviens que là, il y a une auxiliaire de puériculture qui m'a dit, mais vous savez, là, va falloir y aller. Vous avez envie de rencontrer votre bébé? Je dis, non, non, là, je veux juste m'endormir. Je vais rentrer. Je veux plus être là, en fait. Je veux rentrer chez moi. On annule tout. Et puis, me tient la main, elle me dit, mais non, tu sais ce que c'est la phase de désespérance. Tu peux le faire, t'es capable, tu vas y arriver. Ton corps, il est fait pour ça. Laisse-toi guider. Et en fait, je me suis laissée guider par mon bébé. Et là, ça pousse tout seul. C'est ce que j'avais pas du tout vécu pour ma première grossesse où j'avais une péridurale où je sentais plus rien jusqu'à la poitrine. Hein. Vraiment, j'étais endormie complètement. Là, pour le coup, aucune anesthésie, je sens tout. Et en fait, voilà, mon bébé sort tout seul quasiment. J'ai même pas vraiment l'impression de pousser. En fait, j'ai juste l'impression de donner un tout petit effort pour l'accompagner, mais c'est lui qui fait tout le travail finalement pour, euh, pour sortir. Et surtout, la sage-femme, à un moment donné, me dit d'arrêter de pousser pour bien sortir l'épaule. Bah, en fait, vu qu'on sent tout, bah, je l'écoute, j'arrive à arrêter de pousser. Et en fait, mon bébé sort en, je sais pas, 3 poussées, je crois. Selon le compte-rendu d'accouchement, j'ai eu 2 minutes d'effort expulsif. Donc, voilà, ça a été très, très rapide. Et surtout, je me rends compte que le cercle de feu, oui, à un moment donné, ça me fait une sensation, ça brûle un petit peu, mais comparé aux contractions d'avant, je trouve que ça fait beaucoup moins mal et surtout, ça soulage énormément. Quand la tête est sortie, on ressent une sensation de soulagement et le bébé sort, on le met sur moi et là, plus une douleur, plus rien du tout. Ça s'arrête net, voilà. Et là, on m'annonce que c'est un petit garçon. Et comment tu te sens à ce moment-là quand t'as ton bébé contre toi et que tu dis, bah ça y est, quoi, je l'ai fait, j'ai accouché sans péri. Ouais, super fière. Je revenais pas. J'étais un peu dans un autre monde. J'étais vraiment très fière de moi, très fière de mon mari. Euh, et surtout, je réalise tout de suite que j'ai mon bébé sur moi et qu'on me l'a pas emmené cette fois-ci. Que mon bébé va bien. Il a poussé un petit cri, mais il est calme, il est sur moi, il a l'air bien en fait. Et c'est le en fait, c'est ce qui m'a vraiment fait le choc, la différence en fait entre les deux accouchements, c'est que je vais bien, mon bébé va bien, on le met sur moi, tout le monde a le sourire surtout. Et ce que mon mari me dira plus tard, il me dit en fait, tout le monde était serein dans cette salle en fait. Et du coup, dans ton récit, est-ce que ces moments où on t'annonce où t'es pas beaucoup dilaté, est-ce que t'as vraiment, est-ce qu'il y a des moments où t'as douté de ton projet sans péri? Oui, quand on m'a annoncé 5 centimètres, oui. Parce que pour moi, bah, enfin, avec le recul, je me rends compte que j'étais déjà en phase de désespérance. Et quand on nous annonce qu'on n'est qu'à la moitié du travail alors qu'on est déjà à la fin, en fait, c'était terrible. Là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être qu'à la moitié. Enfin, même la péri me paraissait difficile parce que je me suis dit, mais quand bien même on me met une péri, le temps que l'anesthésiste arrive, qu'on me la pose, qu'elle fasse effet, je sais pas comment je pourrais subir ça encore 40 minutes, quoi. Mais en fait, voilà, c'était vraiment, on était déjà à la fin, j'ai accouché 7 minutes plus tard. Donc c'est vraiment le moment où j'ai vraiment douté, c'est cette annonce des fameux 5 centimètres. Ouais, c'est fou comme quoi finalement cette dilatation, ce chiffre, peut avoir un véritable impact sur le déroulement de l'accouchement parce que tu aurais peut-être finalement été à 7 ou 8, tu aurais accouché moins rapidement, peut-être que finalement cette péridurale, tu l'aurais prise, tu aurais peut-être eu le temps de l'avoir et ton accouchement serait peut-être pas déroulé aussi rapidement finalement si tu avais eu une péri, Ouais, juste parce qu'en fait on t'avait annoncé un chiffre qui un t'avait petit- déprimé, entre guillemets, ce qui est légitime, mais voilà, c'est ça, c'est ça. c'est... Non, non, mais c'est vrai, hein, je pense que avec le recul, vaut mieux pas savoir, en fait. Parce qu'en fait, la preuve, on peut passer de 5 à 10 en 2 minutes top chrono sur un fauteuil roulant dans un couloir, quoi. Donc, clairement, ça veut rien dire, en fait. Et rétrospectivement, qu'est-ce que tu penses qui a été utile finalement, que tu as mis en place pour rendre cet accouchement rapide, bien vécu, enfin voilà, que tu puisses avoir l'accouchement finalement que tu souhaitais? Quels sont les facteurs, tu penses, qui ont été bénéfiques pour cet accouchement? Alors déjà, je pense que j'ai le fait d'avoir laissé le travail s'installer à la maison.
parce que je suis arrivée à la maternité, j'avais quand même des contractions régulières depuis un moment, donc je suis quand même restée le plus longtemps possible chez moi. Même si je suis arrivée avec le col fermé, finalement, en fait, ça s'est ouvert tellement vite. Comme quoi, finalement, la dilatation du col n'est pas forcément en corrélation avec l'avancée du travail, hein. Ouais, parce que t'es Mais arrivée à quelle heure à la maternité avec un col fermé? long fermé, je suis arrivée, on m'a examiné, il devait être 3h moins 10. Du matin? Ouais, et j'ai accouché à 5h50. Ah oui, donc t'es passé en moins de 3 heures, du coup, t'as fait tout le boulot, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai fait tout le travail en moins de Ah trois ouais, heures, ouais. comme quoi, encore une fois, c'est hyper important de montrer que l'état du col, ça veut... Enfin, c'est pas une boule de cristal. Mais même la sage-femme, hein, parce qu'elle me renvoyait chez moi, hein, donc je serais rentrée chez moi, j'accouchais chez moi. Ben ouais, je pense clairement. Voilà. Vu comment ça a été rapide, j'aurais pas été capable de remonter dans la voiture. Voilà. Donc le fait de rester chez moi le plus longtemps possible. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est les positions, parce que pendant ces 2 heures de travail dans la chambre, je suis passée par toutes les positions possibles, je pense. Je me suis suspendue à mon mari, le quatre pattes, je dansais, les mouvements de hanche, de bassin. J'ai beaucoup, beaucoup utilisé la barre du coup pour les fauteuils roulants dans les toilettes. Je me souviens que je me suspendais à ce truc-là. Euh, Ça m'a vachement aidée. Et en fait, le plus gros soutien, ça a été mon mari, parce que je me suis beaucoup, beaucoup aidée de lui pendant le travail. Je l'ai même mordu à un moment, je me souviens. Il a gardé un bleu pendant 10 jours. Mais oui, ça a été un gros soutien. On a formé une vraie équipe. En fait, on a continué ce qu'on avait construit pendant la grossesse pour l'accouchement. Et le fait d'être en chambre, les sages-femmes pensant que j'allais accoucher peut-être dans 24 heures, je sais pas, elles ne sont pas du tout venues nous voir. Mm. Donc en fait, on était seuls dans cette chambre. J'ai pas eu la pose du cathéter, voilà, ça me gêne fortement les cathéters. Je supporte pas ça. C'est vraiment, j'avais vraiment pas hâte qu'on me le pose. Donc en fait, là, on me l'a pas posé. J'ai fait tout mon travail sans le cathéter. J'ai pas été branchée de partout. J'avais pas de monitoring. J'avais rien. On était tout seul dans cette chambre, dans le noir. Donc on a vraiment été dans notre bulle d'ocytocine à fond, quoi. Et on n'est pas venu me faire d'examen, on n'est pas venu me parler, on n'est pas venu me demander comment j'allais. Ouais, elles ont juste débarqué quand on les a appelées en disant, bon, là, le bébé, il va sortir, il faut venir tout de suite, quoi. Mais sinon, en fait, c'était quasiment comme si j'étais dans ma chambre chez moi, toute seule, quoi. Mm. Ah, c'est sûr que ça a dû forcément avoir un impact justement sur la sécrétion de l'ocytocine dont on parlait tout à l'heure, l'hormone qui fait des contractions et qui a besoin d'un environnement particulier pour être sécrétée, l'intimité, l'obscurité, la tranquillité. Là, je pense qu'effectivement, tu étais dans un environnement hyper propice pour sécréter cette ocytocine. Et c'est vrai, quand on t'aurait mis dans une salle avec un monito à t'examiner, avec la lumière et tout, ton accouchement, il serait probablement pas déroulé de la même façon. Donc, c'est sûr que ça a dû jouer. C'est certain, c'est certain. Mais après, la salle nature était disponible, mais vu qu'on m'avait hospitalisée en chambre, j'ai pas pu y aller, donc je n'ai pas vu la salle nature. Et c'est vrai que là, avec le recul, vu comment j'ai bougé pendant tout ce travail, je me dis que la salle nature, ça devait être bien aussi, avec les lianes de suspension, la baignoire et tout. Je pense que j'aurais été bien. Après, à côté de ça, on serait venu plus me déranger, on m'aurait sûrement fait des monitos. Donc finalement, aucun regret de pas avoir eu la salle nature, ça s'est super bien passé comme ça. Ouais, puis je trouve que c'est bien aussi de montrer, parce qu'il y a beaucoup de femmes, des fois, qui misent tout sur la salle nature et qui se disent, bah, si j'ai pas accès à la salle nature, ça peut mettre en péril mon projet d'accouchement sans péridurale. Et là, je trouve que c'est cool parce que tu montres que même dans une salle classique avec rien, bah, tu t'es accroché à la barre pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, tu as fait avec ce que tu avais autour de toi dans une salle qui n'était pas forcément adaptée, mais que ça a pas empêché, voilà, que tu aies une dilatation rapide, que tu puisses être libre de tes mouvements et accoucher finalement rapidement. Oui, c'était pas du tout une salle adaptée, c'était une chambre de suite de couches. Donc effectivement, c'est pas du tout prévu pour accoucher dedans. Mais en fait, j'avais même pas de ballon, j'avais rien. Enfin, si, j'avais mon mari, j'avais cette fameuse barre PMR dans la salle de bain et les toilettes. J'étais bien assise sur les toilettes, voilà. Et quel souvenir, du coup, tu gardes de ce deuxième accouchement? Un super souvenir. Je dirais que peut-être déjà 3 heures après, j'étais déjà nostalgique de l'accouchement. Est-ce que tu pourrais dire que finalement, ce deuxième accouchement est venu réparer un petit peu le vécu de ton premier? Oui, ça l'a réparé parce que je me suis rendu compte que bah en fait mon corps il savait faire et que j'avais raison en fait que mon premier accouchement c'est pas vraiment de ma faute ce qui s'est passé et surtout je pense que ça l'a réparé dans le sens maintenant je sais que je peux envisager un troisième enfant par exemple et que j'ai eu raison de me faire confiance, que j'ai eu raison de faire confiance aux personnes qui m'entouraient,
et de changer de structure aussi hospitalière. Après, pour ma fille, elle a aucune séquelle, rien du tout, hein, mais je pourrais quand même pas oublier ce qui s'est passé. J'aurais toujours ce regret, mine de rien, de pas avoir vécu mes premiers moments avec elle comme j'ai pu le faire pour son frère. Et est-ce que ce deuxième accouchement, justement, où bah voilà, où tu as accouché comme tu le souhaitais, où tu t'es rendu compte que ce dont ton corps était capable, est-ce que au quotidien, cet accouchement, ça t'apporte aussi de la confiance en disant bah j'ai été capable de faire ça, donc du coup le reste à côté c'est peanuts quoi. Ouais, mais j'en ai parlé à ma sage-femme parce que j'ai eu l'entretien postnatal en début de semaine, lundi. Et je lui en parlais, je lui disais, moi qui ai toujours eu un gros manque de confiance en moi, mais vraiment, là, je me sens hyper puissante par rapport à cet accouchement. Et ça m'a donné vraiment un gros shoot de confiance pour plein de choses, quoi. Même dans la vie de tous les jours, des choses où je me disais, oh, je sais pas si tu en es capable. Maintenant, je me dis, non, mais t'as fait un truc de dingue. Si tu es capable de créer la vie, de donner la vie et là, pour le coup, de nourrir aussi après la vie, tu es capable de faire plein de choses, en fait. Ouais. Donc, ça m'a donné vraiment un gros shoot de confiance en moi. Même mon corps postpartum, je le supporte beaucoup mieux en me disant, bah, ce corps, il a fait quelque chose de dingue. Faut être doux avec lui. Ouais. Ouais, c'est tellement beau et je me dis, c'est tellement dommage qu'il y ait des femmes qui passent à côté de ça justement parce que voilà, elles ont accouché à la maternité et que elles ont eu un accouchement traumatique voilà, à cause de plein de choses. Ouais, c'est tellement. Je pense qu'on en ressort vraiment beaucoup plus forte et beaucoup plus confiante. Ouais, on en ressort plus forte, plus confiante, on en ressort grandi et je sais pas, je me suis sentie très femme, en fait. Et connecter à toutes les femmes finalement, à se dire voilà, s'il y a une chose qui rassemble les femmes depuis la nuit des temps, c'est ça. Alors voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose quoi. Est-ce que tu pourrais donner un conseil là à une future maman qui nous écouterait, c'est son premier accouchement, pour justement lui éviter autant que possible justement cet écueil du premier accouchement trop médicalisé, mal vécu. Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle puisse éviter ça? Bah éduquez-vous, lisez. Bon pour celles qui lisent pas, regardez des vidéos sur internet. Enfin YouTube c'est une banque de données incroyable aussi. Je dirais pas avoir confiance en soi tout de suite parce qu'on peut peut-être pas l'avoir tout de suite. La confiance en soi, ça vient du coup au fur et à mesure de la grossesse. Mais dès le début de la grossesse, pour construire cette confiance en soi, s'entourer de personnel soignant et non soignant d'ailleurs, bienveillant, que ce soit une doula, une sage-femme, même un gynécologue. C'est hyper important de s'entourer de gens en qui on a confiance et qui vont nous donner confiance en nous, je trouve, par la suite. Et surtout, si quelque chose nous déplaît, faut le changer en fait. On n'est pas marié avec une sage-femme ou un gynéco. Et quand bien même on serait marié, on peut divorcer. Et, et voilà, il faut vraiment s'écouter et se dire, enfin, se dire que notre corps, il peut le faire. Il sait le faire. Et nous, on l'accompagne en fait. On accompagne les équipes autour de nous nous accompagnent aussi. Donc, moi, je dis s'éduquer, s'accompagner et impliquer le partenaire, que ce soit le papa ou pour une maman qui est solo, je sais pas, sa mère, sa sœur, sa meilleure amie, mais avoir quelqu'un qui sera là le jour de l'accouchement et surtout qui partage le projet de naissance de la maman qui va accoucher. Et du coup, ça me fait penser, justement, c'est quelque chose dans la team, l'accompagnement de groupe que je mets beaucoup en avant. Est-ce que le fait, toi, d'avoir été entourée d'autres femmes qui avaient ce projet d'accoucher sans péridurale, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a nourri aussi? Bah, ça m'a nourri, oui, parce que on a l'impression, enfin, on est entouré bah, pour le coup, de personnes qui partagent la même vision que nous. Et le fait d'être dans la team, bah, dès qu'on a une question, qu'on a une interrogation quelconque, on sait qu'on va avoir une réponse par des futures mamans qui ont le même projet que nous. Donc c'est vrai qu'on n'a pas, et puis on sent qu'il n'y a pas de jugement. D'ailleurs, on n'accouche pas toutes sans péri dans la team, hein. Je pense que dans mon groupe, ça doit être moitié-moitié. Et en fait, on est toutes fières les unes des autres, puisque on va au bout de ce qu'on peut faire aussi. Ouais, c'est important aussi de préciser, de rappeler, et c'est vraiment quelque chose, moi, que je mets en avant dans mes accompagnements, c'est que
On peut avoir un projet sans péri et c'est hyper important de se nourrir, de mettre toutes les chances de son côté pour aller le plus loin dans son projet, mais qu'on ne sait pas comment va se dérouler l'accouchement. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est le vécu et le côté d'être fier de soi et que même si en cours de route on prend la péridurale, finalement on s'en fout. C'est pas ça la finalité de l'accouchement. La finalité, c'est de se dire, bah, j'ai tout mis en œuvre pour aller le plus loin et j'en garde un bon souvenir de cet accouchement, que ce soit avec ou sans péri, c'est secondaire finalement. Oui, c'est complètement secondaire. C'est surtout, moi, je me disais, si je prends la péridurale cette fois-ci, je la prends parce que je la demande et que je ressens que c'est un outil dont j'ai besoin pour aller au bout de mon accouchement. Alors que la première fois, tout a été subi. Donc, c'est vrai que là, je me disais, si tu prends la péridurale, bah, c'est parce que tu la demandes et que tu en as besoin. Ouais, ouais, pour résumer, je pense que la connaissance, c'est vraiment la clé de toute manière. Se renseigner le plus possible, aller chercher un maximum d'infos, ne pas tout croire ce qu'on voit sur l'accouchement, surtout dans les médias, dans l'entourage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses et que toutes ces fausses croyances peuvent influencer le déroulement de l'accouchement et s'entourer. Ça, je pense que c'est mais juste vital, comme tu disais, que le partenaire soit aussi informé du déroulement de l'accouchement, qu'il ait lui aussi en confiance finalement en ce projet sans péri pour pouvoir vraiment soutenir au mieux et s'entourer de personnes voilà, qui ont la même vision que soi pour l'accouchement. Oui, enfin, vraiment, le partenaire du jour J, c'est indispensable à mon sens qu'il soit dans la même lignée que la maman qui accouche et qu'il ait toutes les connaissances. Parce que ben moi, mon mari me disait, il me fait quand je te vois, il me dit, à des moments, je te voyais. Heureusement que je savais ce que c'était que la phase de désespérance et du coup, il n'y avait aucun stress, aucune angoisse. Tout, pour lui, tout était super, hein. Eh ben écoute, merci Valentine en fait, en tout cas pour ce chouette récit qui, je pense, j'espère, va amener des futures mamans dont c'est le premier à vraiment se renseigner pour justement éviter de vivre le premier accouchement comme on est nombreuses à le vivre et qui va donner aussi ce shoot de confiance et de puissance pour qu'elles puissent vivre au mieux leur accouchement. Ben, je l'espère. Merci à toi pour l'invitation. Merci, bonne journée Valentine. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.